Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 26 mai 2026. C'est mardi, le jour du Market Review. On va regarder en détail les assets qu'on a l'habitude de regarder ensemble. Et on va également revenir sur les dernières datas du COT qui ont été publiées donc vendredi soir. Je rappelle que le rapport COT est réservé aux membres de nos salons VIP dans le trône ainsi qu'aux membres de mon groupe Telegram privé. Si vous voulez y accéder, vous avez tous les liens dans mon Linktree pour venir nous rejoindre. C'est entièrement gratuit. Ça passe par quelques liens d'affiliation qui vous permettront de toute façon de bénéficier de réductions sur vos frais de trading, frais que vous allez payer de toute façon, donc ce qui veut dire concrètement que ce sont les brokers qui financent votre accès à ces datas, donc vous aurez tort de vous en priver. Alors, avant de passer en revue quelques datas macro, je vais déjà revenir sur la publication qu'a faite Tonton le 23 mai, suite à la publication du dernier rapport. Donc ça, ce sont des infos que nous pouvons vous donner. Après, bien évidemment, pour aller dans le détail et pour comprendre exactement comment les flux se déversent, il va falloir consulter le détail de ce rapport. Et la grosse info cette semaine, donc je rappelle que les datas sont récoltées le mardi pour être ensuite publiées le vendredi. Et ensuite, je prends quelques heures pour analyser tout ça et je fais la publication en règle générale le soir, dans la soirée du vendredi, parfois dans la nuit du vendredi au samedi quand ça prend un peu plus de temps. Et là, l'information vraiment importante, c'est que les asset managers, donc vraiment les plus gros fonds, ils sont en train d'acheter le dollar. Et comme on ne l'a pas vu depuis un an en fait. Donc ce que ça signifie concrètement, c'est que les asset managers actuellement, ils spéculent sur une reprise de la hausse des taux. On va regarder après en détail quelques données et vous allez voir que c'est très éloquent. Pour l'instant, ça a un impact limité sur les actions parce que notamment le Nasdaq, il est porté par l'IA, par les semi-conducteurs, par l'énergie, la robotique. On commence cependant à observer un allègement de position longue du côté du SP500. Donc ça, c'est vraiment à observer parce que on a quand même quelques petits signaux faibles. Par contre, ça a, pour l'instant en tout cas, un impact massif sur les cryptos parce que actuellement, c'est un secteur qui est complètement délaissé par les institutionnels. Ça veut pas dire que ça ne peut pas monter. Ça veut simplement dire que c'est un secteur qui devient illiquide. Illiquide, dans le secteur crypto en tout cas, ça se traduit la plupart du temps par une hausse de l'ATR, donc l'average true range, donc ça peut induire plus de volatilité et un terrain de jeu, on va dire, assez dangereux, auquel il faut vraiment apporter une très grande prudence. Voilà, donc j'irai pas plus loin pour la lecture du code. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant si vous voulez accéder aux détails de ces informations. En l'occurrence, avant de regarder le dollar, ce qu'on peut déjà regarder, ce sont quelques données macroéconomiques. Déjà, on peut voir que les taux à 10 ans, les taux obligataires à 10 ans, ils sont venus s'approcher des 4,7%. On est ici dans une structure de compression qui a l'air de vouloir s'extirper vers le haut. C'est quelque chose qu'on va retrouver également, et là, ça c'est une donnée qui est également importante, sur les données du SOFR à un mois. Ce qui veut dire, et ça peut se comprendre vu le contexte géopolitique, que les acteurs du marché, en tout cas les institutionnels, ont l'air de vouloir également se couvrir à court terme, mais à très long terme également, puisqu'on peut voir qu'on est arrivé dans le haut de ce range sur les taux à 30 ans et qu'on est à présent autour des 5%, mais on est venu taper les 5,2%. Avec malgré tout une expansion continue de la masse monétaire, le M2, qui là vient de dépasser les 23 trillions. Donc la masse monétaire de toute façon, elle est faite pour être en expansion et en règle générale, ce qu'on lui applique, c'est un offset de 90 jours, ce qui veut dire que les liquidités mettent à peu près 3 mois à se déverser sur les marchés. Donc en règle générale, et ça c'est plutôt de l'ordre de l'axiome, tout ce qui va dans le sens d'une appréciation du dollar a tendance à se faire au détriment des assets à risque. Donc il va bien falloir observer principalement les secteurs que je vous ai précisés tout à l'heure, c'est-à-dire l'IA, les semi-conducteurs, l'énergie et la robotique. Parce qu'actuellement, c'est vraiment ce qui porte un indice comme le Nasdaq. Et là, ici, c'est très éloquent. Donc, concernant cette semaine haussière qu'on a pu observer sur le dollar, on le voit ici à travers cette bougie qui a pris sa source le 12 mai, donc mardi dernier. On a eu 1, 2, 3, 4 bougies haussières consécutives et actuellement le dollar il est en train de revisiter ce breaker bearish que j'ai matérialisé ici en rouge. Donc si effectivement cet apport de liquidité sur le dollar se confirme, notamment la semaine qui va venir là, on peut s'attendre à ce que ce breaker ici échoue et si c'est le cas, ça se traduira probablement par une consolidation dans cette zone pour finalement aller vers des plus hauts. Je dis bien si ça se confirme, bien évidemment. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi
de revenir sur cette question du code parce que je lis pas mal de critiques sur la fiabilité d'un tel indicateur. C'est pas un indicateur, hein, c'est un rapport, mais il faut bien comprendre, la vocation de ce rapport et l'utilisation qu'on peut en faire. Et là-dessus, j'avais répondu à une question dans la partie publique, d'ailleurs, vous pouvez y accéder si vous n'êtes pas membre du Trône, où un membre nous disait « J'ai pas trop aimé la vidéo où il vendait le rapport code ETH en pleine distribution qui pour lui était haussier. Au final, aujourd'hui, l'inverse total, ETH est dead, etc., etc. » En gros, le rapport code nous indiquait qu'on avait un afflux, notamment du côté des institutionnels sur Ethereum, cette semaine-là, on était la semaine du 18 mai, et qu'en gros, les datas du code n'étaient pas vraiment fiables. Ce à quoi un autre utilisateur a répondu, le rapport code donne des indications, pas des certitudes. Même les smart monnaies peuvent se tromper sur ce marché. Alors, cette intervention, elle est judicieuse, elle n'est pas tout à fait exacte, parce que les smart monnaies peuvent se tromper effectivement, mais il faut pas oublier que le marché est régi par notamment, pas que, je vais pas rentrer dans les détails, mais des règles d'offre et de demande. À partir du moment où on a des afflux massifs de capitaux sur un asset, ça veut dire que la demande a été créée et que c'est voué à faire apprécier ce même asset. Maintenant, là où il faut vraiment bien faire attention, c'est ce que j'ai indiqué ici. Le code, il donne l'indication de l'endroit où l'argent lourd place ses pions. Si le marché leur donne tort, le carnet d'ordre nous montrera comment il se couvre ou comment il capitule. Et notre job, ce n'est pas d'avoir des certitudes, mais de s'aligner sur les flux dominants et de couper nos pertes avec la même froideur mathématique qu'un algorithme institutionnel si le trade est invalidé. Ça, c'est une première chose. Donc, on va simplement observer comment les capitaux s'orientent sur les marchés et on va essayer de se mettre dans leur sillage. Maintenant, si vous avez bien compris le fonctionnement des carnets d'ordre, la plupart du temps, lorsque des traders avec des gros capitaux veulent se positionner sur un asset, ils vont pas simplement acheter comme ça à l'aveugle parce qu'ils auraient, et encore plus sur les cryptos, un impact sur les prix. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher les contreparties vendeuses. Les contreparties vendeuses, c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière dans mon dernier market review. Elles se situent dans les zones d'inefficience et elles se situent également dans les zones de stop évidentes, qui peuvent d'ailleurs être aussi des zones de liquidation. Donc parfois, pour se positionner à l'achat, ils vont avoir intérêt à ce que le prix se déprécie. C'est là où ça peut devenir contre-intuitif. Mais en tout cas, le véritable edge de ce rapport, il est statistique, et notamment, ça j'en ai déjà parlé, on a identifié très clairement, avec une corrélation qui est proche de 1, une corrélation entre la volatilité du marché et le positionnement des institutionnels. Donc cette corrélation, je ne vais pas vous l'indiquer ici, mais simplement, depuis qu'on applique cette règle qui est vraiment mathématique, on déploie des filets algorithmiques avec des recommandations que l'on publie chaque semaine. Et jusqu'à présent, depuis qu'on fait ça, on a un win rate de 100%. C'est pas compliqué. C'est pas forcément des gros ratios risques, mais en tout cas, on dégage des profits à chaque fois. Parce qu'on se met dans le sillage de l'argent institutionnel, ce que certains appellent le smart money. Et en ce qui concerne ce calculateur, il est en ligne. Vous pouvez y accéder si vous faites partie du salon VIP ou de mon groupe Telegram. Vous avez juste à indiquer ici la classe d'actifs. Donc on en a 3 globalement. On a les high beta tech, donc le Nasdaq, des stocks comme Nvidia, Tesla, etc. En gros les GAFAM la plupart du temps. On peut d'ailleurs mettre là-dedans SpaceX, vu qu'il vient d'être ajouté à Hyperliquid. Vous avez les cryptos majeurs et vous avez le core index, en l'occurrence le SP500. Vous indiquez ici l'ATR quotidien et je vous ai mis le lien ici pour télécharger l'indicateur qui vous permet de calculer cet ATR en pourcentage. Attention, c'est pas l'ATR brut, c'est l'ATR en pourcentage, ce qu'on appelle l'ATRP. Ici, vous prenez le rapport cote et vous voyez ce que, pour cette classe d'actifs, ce que le rapport cote nous dit. Est-ce qu'on est en accumulation? Est-ce qu'on est en neutre? Ou est-ce qu'on est en phase de distribution? Et en fonction de l'ATR, il va vous indiquer la taille du filet qu'il faut déployer pour passer à l'achat ou à la vente ou éventuellement pour déployer un grid bot. Et ensuite, c'est pas compliqué. Vous prenez votre actif, par exemple le Nasdaq, et ici dans indicateur, vous allez taper ATRP. Ensuite, vous vous mettez en daily et vous regardez la dernière valeur. Là, on est sur un réglage en 14 périodes et on peut voir ici que la dernière période, on est sur un ATR de 1,63%. Et donc, avec cet ATR, on va pouvoir appliquer un coefficient et ce qui va nous permettre de déterminer une zone de travail qui, sauf accident, a 99% de chance à peu près d'être respectée. Voilà. Ensuite, on gère notre risque, évidemment. On pose nos filets et on prend les profits. Et ensuite, on s'en va. C'est simple, c'est mécanique, c'est mathématique et ça fonctionne. Donc après, évidemment, il faut pas
paniquer parce que chaque semaine, je publie des recommandations. Alors évidemment, je passe en revue à peu près une dizaine d'actifs et notamment les actifs qui sont déployés sur Hyperliquid parce que l'avantage, c'est que on peut utiliser les algorithmes fournis par Good Crypto sous certaines conditions de déclenchement qui peuvent être les signaux qu'on appelle TA, mais on a également des webhooks et notamment un qui est celui d'un indicateur que j'ai pu coder avec Claude et qui nous permet de déterminer sur la base du OOPS et du W%R des zones d'entrée lorsqu'on est long et des zones de short lorsqu'on est baissier. Il s'agit bien évidemment de ne pas prendre la position inverse à celle du biais donné par le cote. Il est bien évident que si la semaine du 25 janvier le cote était haussier, on n'allait pas prendre ici une position short, on va vraiment dans le sens du flux. Donc cet indicateur, il est gratuit, il est sur invitation uniquement et il est réservé aux membres des salons VIP et du Lunar Collective. Donc en l'état, et sauf indication contraire, bien évidemment, on va essayer de se coordonner à ce rapport code pour, par exemple, ici, sur le Nasdaq, qui pour l'instant toujours soutenu par les asset managers, aller chercher les anormalités baissières et se positionner en prenant comme base le range qui aura été défini par le calculateur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, quand même, la grosse information qu'il faut vraiment traiter avec une grande attention, c'est qu'on a une désertion, y compris sur le Bitcoin. Hein, c'est assez flagrant, on le voit ici depuis le 15 mai, on n'a que des outflows. Et depuis le 7 mai, on peut observer qu'on a globalement eu environ un peu plus d'1 milliard d'outflows sur Bitcoin. C'est également le cas sur Ethereum, avec 465 millions d'outflow. Et on peut également voir que les deux qui s'en sortent à peu près, mais avec des quantités qui sont quand même négligeables par rapport à Bitcoin et Ethereum, c'est Solana avec des inflows assez réguliers et également Hyperliquid qui tire son épingle du jeu, notamment avec son incursion dans l'univers des RWA, des Real World Assets. Malgré tout, pour l'instant en tout cas, dans cet écosystème, les liquidités ont tendance à fuir de cet écosystème. Mais les liquidités, justement, est le terrain de jeu idéal pour les squeezes parce que c'est très facile de décaler le prix lorsque les liquidités ne sont plus là. On peut le voir très clairement sur Bitcoin. Vous voyez l'open interest qui est descendu sous les 100 000. C'est également le cas pour Ethereum. C'est également le cas pour Solana. Et le marché, pour bouger, il a besoin d'encours. Il a besoin d'un carnet d'ordre rempli. Et en l'occurrence, pour l'instant, en tout cas sur le marché futur, c'est pas vraiment le cas. Maintenant, quand vous comprenez la logique des marchés, ça va être probablement ici, sur ces zones, le bon moment pour créer de l'inducement. L'inducement, ce sont des mouvements de prix destinés à créer un FOMO, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, de sorte à ce que des traders, en règle générale ça commence déjà par les retail, viennent s'engager afin de fournir la liquidité pour ceux qui veulent aller dans le sens. C'est le fameux triptyque accumulation, manipulation, expansion. Donc voilà où on en est. C'est assez éloquent, notamment sur Bitcoin. On voit ici longue surface de consolidation. Je suis en 1 heure, mais on peut également l'observer en daily, ou notamment sur cette jambe haussière qui a pris sa source début mai, le 30 avril, et puis après jusqu'au 5 mai, on a eu 4 bougies haussières, où clairement ici, on peut voir que les vendeurs ont capitulé. Dans cette zone, on a eu clairement ici une capitulation des vendeurs, on le voit très bien. Et arrivé à l'approche du plus haut, vers les 82 000 $ environ, on voit que les acheteurs sont revenus à la charge. On a eu une augmentation de l'open interest également, et ensuite ils ont été sortis par ce mouvement baissier. Pendant ce mouvement baissier, on a eu un retour des vendeurs qui ont été massivement sortis sur cette jambe haussière, notamment sur la journée du 23 mai. Donc c'est presque un rituel en fait, hein. C'est un peu toujours comme ça que ça fonctionne. On épuise le trader par une variable que vous connaissez bien qui est celle du temps, et plus le temps avance, plus beaucoup de traders vont prendre des libertés, on va dire, des largesses par rapport au modèle de trading qu'ils ont l'habitude d'utiliser, pour ceux qui en ont un évidemment, ça c'est une autre question. Et en fait, le temps, un peu comme quelqu'un qui serait coincé derrière un poids lourd sur une route départementale pendant un quart d'heure, au bout d'un moment, il va prendre des risques pour le doubler. Là, c'est un peu ce qui se passe. Plus le temps avance, plus la consolidation dure, plus les traders qui auront des modèles d'intervention assez fragiles vont se mettre par ennui en position, alors que toutes les conditions qu'ils avaient mises en place, qu'ils avaient backtestées, ne sont pas forcément là. Donc c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut être rigoureux, qu'il faut être strict et qu'il faut accepter de ne pas s'engager. Le principal facteur qui pousse les traders à s'engager par dépit, par ennui, c'est souvent justement ce fameux FOMO, cette fameuse peur de ne pas capturer un mouvement qui peut parfois être massif, ça peut arriver, mais si vous regardez bien tous les mouvements massifs que Bitcoin a pu engager, systématiquement, on a des zones de repli sur lesquelles on peut se positionner. Le principal enseignement qu'on peut tirer de ça, c'est que il est jamais trop tard. En tout cas, il est jamais trop tard dans la mesure où vous acceptez de ne pas participer à
tout le mouvement, et ça c'est vraiment délétère pour un portefeuille, ce fantasme d'être là précisément au top ou précisément au bottom et de prendre tout le jus d'un décalage de prix. Ça n'existe pas, et si ça existe, il faut vraiment que vous acceptiez que ça puisse être de la chance et que c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir renouveler systématiquement. Ça peut arriver, ça vous est certainement arrivé, ça m'arrivait également, et je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais la plupart du temps, c'est suite à ce genre de coup de chance, on va appeler ça comme ça, qu'on en vient à faire de grosses erreurs. Donc il faut vraiment être très prudent. Actuellement, les liquidités ne sont plus là, le marché n'est plus soutenu, ça veut pas dire qu'il va pas décaler à un moment ou à un autre. La seule arme qui vaille dans ce genre de contexte, ce sont vos modèles de trading, les modèles que vous avez backtestés, sur lesquels vous avez des statistiques qui sont fiables et qui vont vous permettre ou non de vous engager. Actuellement, le marché, notamment le marché crypto, il est atone, il est illiquide, donc c'est un contexte dans lequel on peut avoir évidemment de grosses surprises à la hausse ou à la baisse, d'où la nécessité non négociable. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est le conseil vraiment que je pourrais vous donner, sans vous donner de conseils financiers évidemment, c'est de gérer votre risque de la manière la plus stricte qui soit. Dans un contexte comme celui-ci, je serais même tenté de vous encourager à ne pas utiliser de marge croisée si vous tradez dans les futurs, mais d'utiliser une marge isolée avec un capital bien évidemment que vous êtes prêt à perdre en cas de mèche de liquidation. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bien évidemment, je reste à l'affût des prochaines datas du COT qui sont récoltées aujourd'hui, qui vont être publiées vendredi. Jusqu'à présent en tout cas, et depuis qu'on en fait l'ingénierie, ces datas se sont révélées vraiment essentielles et déterminantes dans notre façon de nous positionner sur les marchés. Donc c'est un véritable edge, et comme je l'ai indiqué d'ailleurs sur Discord, je n'ai personnellement pas vraiment d'intérêt à vous convaincre du edge que ces datas représentent. Parce que un edge, c'est un avantage. Donc c'est évident que si j'étais coureur de Formule 1 et que je trouvais la façon la plus efficiente d'attaquer les virages d'un circuit, je vais pas m'amuser à convaincre mes concurrents, mes adversaires, de l'efficience de mes trajectoires. Je vais les garder bien pour moi. Donc ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre ceux qui n'y croient pas que le COT est un véritable edge sur le marché. Par contre, si vous nous rejoignez dans nos communautés, vous pourrez le constater par vous-même. Et les semaines passant, vous pourrez constater par vous-même que la rationalité paie, l'émotion ruine. Alors faites le bon choix. C'était Gilles More, force et honneur.